C'est avec beaucoup de bonheur que nous vous retrouvons ce matin dans cette belle ville de Goma pour le lancement du 17e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie, SCO en sigle. Le 17e congrès de la Société congolaise d'ophtalmologie s'est tenu à Goma au mois de juillet 2019, soit du 11 au 12. Et la Société congolaise d'ophtalmologie, elle est affiliée au Conseil international d'ophtalmologie. En anglais, c'est ICO, International Council of Ophthalmology, qui est une organisation, une société savante, qui a existé depuis plusieurs siècles. En fait, la toute première conférence de cette société a été tenue dans la ville de Bruxelles en 1857. Et elle avait réuni plus de 150 ophtalmologistes venus de 24 pays différents. Et pour votre information, c'était le tout premier congrès médical du monde. Donc, en termes de congrès dans le domaine de la santé, nous sommes fiers d'être les pionniers du congrès mondial. Il s'agissait des journées scientifiques axées sur le thème principal, cataracte et neuro-ophtalmologie. Le thème de cette année s'articule autour de la problématique de la prise en charge et du monitoring de la chirurgie de la cataracte, mais aussi des affections neuro-ophtalmologiques. Nous espérons que pendant les 2 jours, nous allons échanger nos expériences et amener la qualité des soins oculaires pour le bien de nos compatriotes. La cataracte, c'est la première cause qui rend aveugle dans notre pays. Et si nous opérons correctement les malades de cataracte, nous allons régresser le taux de cécité de 50%. Et donc, vous comprenez ça. Et le deuxième thème, c'était la neuro-ophtalmologie. C'est toutes ces pathologies-là qui concernent les nerfs optiques. Le nerf optique, c'est celui qui relie l'œil avec le cerveau. Dans son mot d'accueil, Dr Kabouyaya a insisté sur la nécessité de la préparation de l'avenir, tout en signifiant que la science évolue, et a invité tous les participants à mettre en pratique leur apprentissage pour l'amélioration de leur travail quotidien. Chers collègues, toute activité demande qu'on puisse se mettre pour pouvoir raisonner sur de là où on vient, là où on est et là où on va. Ainsi, on peut mieux préparer l'avenir. Notre activité professionnelle fait face à des défis majeurs, puisque l'ophtalmologie est un domaine qui n'est pas très bien compris par les décideurs et par les acteurs, et surtout par les bénéficiaires de nos services. Les occasions pareilles sont justement là pour nous outiller davantage, en vue de faire face aux défis du moment et aux défis de l'avenir. 10e année de vie ou de revitalisation d'une société suppose une certaine maturité dans l'organisation avec un nombre croissant des ophtalmologistes. Nous croyons qu'il est temps de revitaliser les textes qui nous régissent afin de rendre notre société plus opérationnelle et efficace. C'est un moment très important pour notre société. Nous nous réunissons une fois l'an pour échanger des expériences, pour apprendre également parce qu'il y a des cours que l'on donne. Et cette année pour nous c'était un moment important pour débattre d'un sujet très capital qui concerne la cataracte, qui est la plus grande cause de cécité dans le monde et surtout dans notre milieu. L'ouverture officielle de ces journées scientifiques a été faite par le ministre provincial de la Santé, Christophe Ndibéché Biemero.
Celui-ci a fait savoir que la santé oculaire mérite une attention particulière. Il a par cette occasion encouragé l'initiative visant à améliorer les performances, a promis ainsi son soutien pour atteindre les objectifs au profit de la santé de la population, a-t-il déclaré. La province du Nord Kivu vous encourage beaucoup pour vos initiatives et vous promet son soutien plus que mérité pour vous permettre d'atteindre vos objectifs pour le plus grand bien-être de nos populations. Veuillez donc recevoir, chers participants, l'expression de notre gratitude et nos encouragements. Nous vous souhaitons un beau et agréable séjour dans la ville touristique de Goma. Sur ce, je déclare ouverte la 17e conférence annuelle de la Société congolaise d'ophtalmologie. À la première journée, l'assistance a eu droit d'être outillée sur la cataracte en tant que pathologie sous la modération du professeur Makita et du docteur Dieudonné. Ainsi, des exposés ont été au rendez-vous. Dr Kabuyaya de l'hôpital Bethesda de Goma a enrichi les participants sur les barrières pour les services de la chirurgie de la cataracte, cas de district ophtalmologique de Goma. Le taux de fréquentation des malades de cataracte et de leurs soins est très bas. Nous constatons qu'effectivement, les gens ignorent beaucoup de choses concernant la cataracte. Ils ignorent les causes de la cataracte. Chez les adultes, beaucoup de gens disent mais la cataracte est une maladie des yeux, dont la cataracte surtout est causée par l'alimentation. Ils pensent que chez les adultes, ça survient à cause de manger beaucoup d'haricots. Bon, chez les enfants, les gens disent que c'est à cause de l'immaturité. Un enfant qui est né sans que tous les organes soient bien développés, développe la cataracte. Alors ils pensent qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Et c'est pourquoi ils retiennent les enfants à la maison. Ils disent, bon, attendons qu'ils grandissent un peu pour que nous puissions l'amener aux soins plus tard. Mais ça fait qu'empirer la situation. Bon, l'ignorance, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le doute. En fait, opérer les yeux, ça coûte quelque chose. Beaucoup de gens ne viennent pas puisqu'ils ne peuvent pas affronter le coût. Le coût moyen dans notre district, c'est 100 $. Et beaucoup de gens ne peuvent pas avoir 100 $. La recommandation que nous pouvons donner pour les techniques, c'est que la small incision avec les blancs et la biométrie donne de très bons résultats. Et c'est une alternative très bonne pour la phagoemulsification qui coûte très cher. Les équipements coûtent cher, il faut en donner le personnel. Et on n'a pas vraiment la possibilité de faire. Alors, ma conclusion, à cause des barrières si vous identifiées, la cécité causée par la cataracte est importante, car le taux de chirurgie de cataracte est trop bas et diminue par rapport au passé, notamment à cause des situations qui se font de plus en plus rares en provenance des ONG internationales. Actuellement, ils donnent très peu. Si nous pouvons lutter contre ces barrières, il est vrai que nous allons augmenter l'accès de la population aux soins médicaux. Le taux de chirurgie de cataracte va augmenter et nous pourrons faire face à ce fléau qui est la première cause de la cécité dans notre district, dans notre pays et dans le monde entier. De son côté, Dr Kabwe de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa, il s'est appesanti sur la cataracte et uveites, résultat après implantation en chambre postérieure lors de l'EEC plus LIO. Nous allons partager le cas de 3 patients suivis dans le service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Joseph à Kinshasa. Ils étaient suivis pour uveites et qui après ils ont développé une cataracte. Et nous avons opéré ces patients. Ils ont été opérés en 2018. Le type de lentille qu'on a implanté, c'était le polyméthylacrylate de méthyle, le polyméthylacrylate de méthyle. Et ces patients, ils avaient un traitement local avant la chirurgie, 1 mois avant la chirurgie. Ils avaient un traitement local de corticoïdes. Lors de la chirurgie, on a injecté le Kenacor en sous-conjonctival et en post-chirurgie, il recevait 3 mois de traitement et antibiotiques et anti-inflammatoires. Et le résultat dépendait de l'étiologie de l'uvéite et il dépendait aussi de l'atteinte du segment postérieur. Lorsqu'on avait une atteinte du segment postérieur, on ne pouvait
pas récupéré la vision à plus de 50%, dû au fait que le segment postérieur avait une pathologie. Il n'y a pas de protocole standard pour dire comment soigner ou bien comment mettre un protocole thérapeutique standard avant l'intervention, pour dire qu'il faut peut-être soigner et donner des corticoïdes pendant autant de périodes, pendant 3 mois, 1 année avant la chirurgie. Il n'y a pas de protocole standard. Mais certaines études ont révélé que 3 mois après une inflammation était la période acceptée pour la chirurgie de cataracte. Dr Pitoua de Aide-Vision de Goma a quant à lui insisté sur les résultats de l'opération de cataracte au-delà de l'acuité visuelle cas clinique. Nous avons la première patiente qui est âgée de 54 ans, qui est arrivée avec des plaintes habituelles de perte progressive de l'acuité visuelle depuis 3 ans et avec une vision presque totalement perdue depuis 2 ans. Alors, pourquoi ces cas nous intéressent? C'est le fait que, après cette opération, on a bien pu expliquer au patient ce qu'on attendait de son œil à cause de la comorbidité qu'il présentait. Avec les standards de l'OMS, nous savons que les bons résultats, on doit produire après une opération de cataracte, après 2 mois, conventionnellement, une acuité visuelle meilleure que 6 sur 18. Alors pourquoi on peut avoir de mauvais résultats? Ça peut être lié à une pathologie oculaire, en dehors de cette cataracte qui a existé avant l'opération. Ça peut être lié aux complications chirurgicales. Ça peut parfois être lié au juste fait qu'on n'a pas fait une correction des troubles de réfraction à un post-op, ou alors des séquelles tardives des complications de la cataracte. Une étude menée au Kenya a rapporté ces différentes causes. Et la comorbidité a constitué 36% des cas. Dans la plupart des cas, nous savons que pour surveiller et évaluer la qualité de nos chirurgies, on s'accroche essentiellement à l'acuité visuelle. Mais ça, c'est une mesure qui a ses limites. Parce qu'on ne mesure que la vision centrale. C'est subjectif, on ne sait pas toujours si le patient dit vrai. Et parfois, même quand c'est vrai, qu'est-ce qu'il ressent avec cette vision? Alors, il importe de savoir comment s'y prendre par rapport à l'expérience que le patient aura, parce qu'au bout d'une chirurgie, la satisfaction tient compte de 2 parties, le patient et le chirurgien. Il est très important, surtout, de prévoir et de planifier les résultats attendus, parce que le patient s'attend à quelque chose, et nous devons nous attendre à quelque chose. Et parfois, il y a une... il y a une différence de nos attentes. Tout le monde aimerait voir très bien après l'opération, mais quand on a des antécédents, il faut qu'on arrive à planifier, à discuter avec les patients ce que nous attendons pour au moins quand on trouve un consensus, on sait à quoi on s'attend après l'opération. Et l'exemple de notre patient de 82 ans en est un patient qui a compris, mais surtout qui a réclamé l'opération du 2e œil pendant que les résultats du premier n'étaient pas bons. Mais nous disons que ce n'était pas bon si on considère uniquement l'acuité visuelle. Par rapport à la vision fonctionnelle, il a pu voir une différence. Au docteur Birech de la MONUSCO d'exposer sur un sujet intitulé Bilateral Electric Cataract et Case Report. Electric cataract is not very common in this world because this high voltage current, people usually don't survive after the current. Last month we got a patient from Hill, Africa. He had an electric injury last year in October. So I'm presenting that case which was successfully treated and he regained his vision after a successful cataract surgery. So now the discussion is electric shock to the human body can cause wide range of injuries. Although infrequent, it can also cause ocular injuries and complications. The cataract may develop immediately after an electric injury, or it may take few days. A latency period of 1 month to 18 months is observed, and the maximum period is 18 months, but it can develop in 1 month also. The clinical picture of electrical injury is influenced by numerous factors like voltage,
tissue sensitivity, type of current, whether it is direct or alternating, length of contact, place and area of contact, and the route traveled in the body. High voltage electric burn can cause numerous eye problems. So let us discuss the pathology, how the cataract progresses in electric shock. Electric shock basically causes damage to the subcapsular epithelium, which leads to osmotic changes, imbibition of water, and causes coagulation of the lens protein, cataract formation. If not treated within time, it will lead to hypermature cataract, and still not treated may lead to phacomorphic glaucoma. But this process may take 1 to 18 months. Parmi les barrières de la chirurgie de la cataracte, il a mentionné la technique chirurgicale. Alors je voudrais savoir si dans le cadre de notre société congolaise d'ophtalmologie, il y a un standard opératoire pour la chirurgie des cataractes. Quelle technique nous adoptons? Et s'il y a cette technique-là, est-ce que tout le monde s'y conforme? Et si tout le monde ne s'y conformait pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour nous amener dans ce sens-là? Je peux dire que le critère pour la cataracte, c'est d'abord l'acuité visuelle. Un débat des participants a enrichi ces différentes interventions précitées, suivies d'une présentation labo bis. Une pensée stipule, plus claire est la vision, plus clair est le monde. L'œil, l'ouverture de l'âme, l'œil, lumière du corps. Et dans cette perspective que le laboratoire BIS a pour mission de toujours faire mieux et plus en guise d'une très bonne prise en charge thérapeutique aux pathologies oculaires, en mettant à la disposition des experts en ophtalmologie que vous êtes des produits de très bonne qualité. Maladie oculaire, la solution c'est les laboratoires BIS, nulle part ailleurs. Les résultats fonctionnels de la chirurgie de la cataracte liés à l'âge et à la clinique ophtalmologique CBM CELPA de Bukavu à RDC, c'est un sujet qui a été exposé par le professeur Kabesha. Tandis que le monitoring de la chirurgie de la cataracte au Centre des soins oculaires 5e CELPA Kindu a été présenté par le docteur Oume Sumbu de l'Université de Kindu. De plus en plus, nous prenons des malades qui ont une acuité visuelle de 6 sur 18. Et à la sortie, cette tranche d'âge cette catégorie avait 86,9 d'acuité visuelle qui s'est améliorée avec le temps. Bon, il y a de moins en moins de malades qui viennent avec une acuité visuelle de moins de 6 sur 60. Lorsque vous avez opéré quelqu'un et qu'il a une acuité visuelle de moins de 6 sur 18 à 6 sur 60, il a une acuité visuelle, il est médiocre. C'est ça le médiocre. Le mauvais, c'est lorsque l'acuité visuelle est de moins de 6 sur 60. Mais nous pouvons nous rendre compte que nous avons près de 60%, comme on l'a vu tantôt, qui avaient de bons résultats à la première semaine, 80 à la deuxième semaine, 85 à la troisième semaine, 78. Mais le standard de l'OMS voudrait que nous soyons autour de 80. Je comprends que nous avons certains problèmes logistiques par rapport à la biométrie, biologie associée. Mais nous avons 60% de bons résultats sans correction à la sortie de l'hôpital, avec 1% de mauvais résultats. Et le pourcentage de bons résultats augmente, du moins avec les rendez-vous, pas avec l'âge. Et nous avons connu 10% de complications péri-opératoires. Et cela dit, l'OMS recommande d'avoir moins de 10% de complications. En conclusion, les résultats de nos chirurgies paraissent encourageants. L'acuité visuelle brute à la sortie est légèrement basse par rapport aux standards de l'OMS, mais ça augmente avec le temps et parfois ça rattrape. Une étude prospective est en cours. L'acquisition de la biométrie permettra d'améliorer davantage nos résultats et nous souhaitons avoir un logiciel beaucoup plus explicite.
Dr Tamwe de l'Université de Lubumbashi a parlé du monitoring de la chirurgie de la cataracte par la technique de phacoemulsification à Lubumbashi. Tous ces exposés précités ont été enrichis par un autre débat suivi d'une visite de stand. Sous la modération du professeur Kabesha et du docteur Kanza, la deuxième session a été axée sur la neuro-ophtalmologie, un sous-thème enrichi par différents exposés. Ainsi, le professeur Makita, en provenance de Brazzaville, a parlé des œdèmes papillaires, les points clés de diagnostic. Les antécédents du malade sont à préciser. N'oubliez jamais de préciser les antécédents du malade. Nous avons... Qu'est-ce qui se passe? On se dit que le champ visuel n'est pas pathognomonique d'un mécanisme. Ce n'est pas le champ visuel qui vous dira que l'œdème papillaire ici est dû à une vascularite, est dû à une hypertension intracrânienne. Non, le champ visuel ne donne pas l'orientation d'un mécanisme. Mais ça vous donne l'orientation diagnostique. La mesure de la vitesse de sédimentation de la C-réactive protéine sera demandée en urgence en cas de NOIA. La ponction lobaire et l'analyse du liquide céphalo-rachidien est nécessaire en cas d'œdème papillaire bilatéral de stase avec imagerie cérébrale normale. D'autres examens, comme vous voyez, peuvent être aussi demandés, mais sera en fonction de l'étiologie. Quelles sont alors les causes d'œdème papillaire? Il y a une diversité d'étiologies. L'œdème papillaire dans l'hémorragie intracrânienne, on peut observer effectivement l'œdème papillaire dans l'hémorragie intracrânienne. On peut aussi observer l'œdème papillaire dans les névrites optiques, dans la sclérose en plaques, dans les affections inflammatoires ou même dans certaines infections. Dr Yanga, des cliniques universitaires de Kinshasa, a insisté sur les manifestations neuro-ophtalmologiques de la méningite à cryptocoque à propos d'une série de cas. Les complications oculaires, elles surviennent dans 36 à 40% des cas. Et on a cet œdème papillaire qui est un signe oculaire le plus fréquent, la paralysie des nerfs qui arrive mais pas toujours, et l'atrophie du nerf optique comme nous l'avons vu précédemment, et ça aboutit même jusqu'à la cécité. Dans cette série de 3 patients, les manifestations neuro-ophtalmologiques post-méningitiques ont été recrutées et nous les avons classifiées selon la manifestation de la paralysie, du fond d'œil et de la vision. Vous verrez que dans tous les 3 cas, nous avions des paralysies des nerfs et dans tous les 3 cas, nous avions au moins un œdème papillaire. Quant à la vision, elle était fonction de ce que nous avions. La baisse de l'acuité visuelle survient chez plus de 50% des patients. Elle peut être modérée, comme chez le cas du dernier patient, ou sévère, et survenir à tout stade de la maladie, le plus souvent entre la 2e et la 4e semaine. Mais nous avons vu chez un patient que 48 heures seulement après, il y avait une légère baisse de la vision. C'est pour ça qu'on précise que ça peut arriver à tout stade. Il existe 2 mécanismes qui justifient cela. Je ne vais pas m'hasarder à oser contredire ce que mes aînés ont dit. Sinon, je dirais tout de même que l'œdème papillaire et la neuropathie optique sont les causes principales de cette baisse de la vision. Mesurer régulièrement l'acuité visuelle, dont la fluctuation va nous aider à savoir vers quel stade nous nous situons. Le contrôle de la pression intracrânienne qui est très importante aussi. Et pour réduire les atteintes neurologiques, on peut aussi faire des ponctions lombaires journalières jusqu'à ce que y ait disparition des signes d'hypertension intracrânienne. Le traitement antifongique se fera par stade, par phase. Nous aurons la phase d'induction qui aura l'amphotéricine B en intraveineuse associée. La phase de consolidation, on attaque avec le fluconazole.
Il y a une contre-indication formelle pour les corticostéroïdes parce que nous sommes en présence des patients immunodéprimés. Nous savons tous que l'un des effets, si on peut appeler ça délétère des corticoïdes, c'est d'enfoncer l'immunité du patient. Donc on s'abstient. Je vais terminer cette présentation avec quelques images que vous voyez là. Elles sont plus ou moins éloquentes. Nous avons ici un cas d'œdème papillaire bilatéral avec une hyperémie papillaire et des bords papillaires flous. Les vessiaux sont congestionnés avec plein d'hémorragies partout, vous les voyez, ils sont bien visibles. Moi j'aime dire c'est beau. C'est beau seulement pour vous qui les voyez, pas pour le malade. Le professeur Mvitu, toujours des cliniques universitaires de Kinshasa, a exposé sur l'imagerie du nerf optique par IRM chez le Congolais. C'était avant de parler du APSAMI à Societies. L'imagerie par résonance magnétique est l'une des techniques d'imagerie médicale parmi les plus récentes, avec actuellement des appareils beaucoup plus aguerris, plus sophistiqués. Et elle a l'avantage d'avoir un pouvoir plus important de donner une image fiable et précise des tissus, même lorsque le scanner n'y parvient pas. C'est une technique qui vous donne des images aussi bien en 2 dimensions qu'en 3 dimensions. Et ça n'a pas de limite, que ce soit les os, que ce soit le système nerveux, que ce soit les muscles, les cœurs et autres. Et actuellement, étant donné le grand pouvoir que donne l'imagerie par résonance sur l'étude des tissus et des organes, on est en mesure d'aller voir de très près ce qui se passe dans le système nerveux central. Donc ça vous permet, notamment au cours des traumatismes, d'aller voir s'il y a une inflammation au niveau du tissu crânien, n'est-ce pas? S'il y a un processus infectieux tumoral. Et ça vous permet d'avoir même des images avec peu de contraste sur les vaisseaux. C'est ainsi que de plus en plus, on commence à penser à faire des études de nerfs optiques en se servant de cet outil d'imagerie qui donne des résolutions assez significatives. Le syndrome de Foster-Kennedy, à propos du cas, a été exposé par le professeur Makita en provenance de Brazzaville. Et le syndrome de Tolo-Sahand, à propos d'un cas, a été le sujet exposé par Tso Muyinga du centre ophtalmologique Bellevue de Goma, suivi d'une présentation à Garouz Hospital, ainsi que d'un débat des participants de la visite des stands et d'un dîner d'ouverture pour les visiteurs en dehors de Goma. La deuxième journée était principalement centrée sur différentes communications libres. Le professeur Mvitu a parlé des caractéristiques épidémiologiques et cliniques du GPAO au moment du diagnostic en milieu rural. Le professeur Kabesha s'est appesanti sur l'étude du glaucome à angle fermé à Bukavu. De sa part, Dr Umesumbu a parlé de la célébration des Journées mondiales de la vision et du glaucome expérience de Kindu. Les étiologies du décollement de la rétine à Bukavu à propos de 57 cas suivis à la clinique ophtalmologique de Bukavu du 1er janvier au 31 décembre 2016 est une communication qui a été faite par le professeur Kabesha. Il s'en est suivi la présentation du protocole de prise en charge du glaucome en RDC par le PNSOV faite par Dr Kabwe. Les résultats des injections intravitréennes à base de Bevzumab par Dr Dieudonné Moussubao. D'autres communications, c'est notamment les généralités sur le MVE et suivi des contacts par l'OMS, le contrôle OEOC, toujours par l'OMS, la communication des risques par l'UNICEF et l'OMS, maladie à virus Ebola, ce qu'il faut savoir par l'œil par Dr Kahatane de l'université de Graben de Butembo. L'amblyopie chez un enfant opéré de cataracte aux cliniques universitaires du Graben par Tsokizito. Ces communications ont été enrichies par un débat. La deuxième partie de cette deuxième journée a été modérée par Dr Listo Ngona et Picard. Après la présentation de Congo Pharma, le professeur Mvitu a parlé de la rétinopathie diabétique en milieu rural, aspect ophtalmoscopique.
Dr Kanza de l'hôpital provincial du Nord Kivu à Goma a parlé du single dose moxidectin et Dr Biamungu en provenance de l'Ouganda a tablé sur non-cycloplegic study of the prevalence. Ici est de signaler que Dr Tambwe, dans son intervention, a parlé de l'étude épidémiologique et clinique du strabisme à Lubumbashi. De son côté, Dr Kabwe a insisté sur le résultat chirurgical et fonctionnel des plaies performantes du globe oculaire. D'autres exposés en cette deuxième partie sont, entre autres, les caractéristiques socio-démographiques des patients avec AVC, présentant une rétinopathie hypertensive, la dystrophie maculaire vitelliforme de l'adulte. La présentation de la société Adent a été faite, suivie d'un débat, ainsi un atelier pratique sur la réalisation et l'interprétation des champs visuels automatisés, c'était sous la supervision du Dr Lumbi en provenance de Londres, a été initié, suivi d'une assemblée générale et la visite des stands. La clôture officielle est intervenue dans la soirée, suivie d'une soirée dansante. Le président national de la Société congolaise d'ophtalmologie a souligné que ces assises étaient bénéfiques et a salué la contribution de tout un chacun pour sa réussite. Nous sommes arrivés à la fin de ces assises qui ont été très bénéfiques pour chacun d'entre nous et nous remercions chacun pour la contribution combien louable de par la qualité des présentations, mais également les contributions durant les débats. Aux uns et aux autres, nous disons merci pour tout ce que vous avez pu faire pendant ce congrès. La cérémonie de clôture officielle a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Christophe Ndibé Chebiemero, qui a salué la persévérance, l'engagement et la détermination des participants. Après 2 jours de ponctualité, 2 jours de discipline, 2 jours d'attention, 2 jours de persévérance, 2 jours d'écoute, enfin, 2 jours d'engagement pour aller mettre en pratique toutes les résolutions et recommandations pour une visibilité positive auprès des patients oculaires. Bref, il faut que la 17e conférence puisse asseoir les bases solides dans l'organisation des soins oculaires dans notre pays. Je ne saurais clore mes propos sans féliciter et remercier les partenaires qui ont positivement soutenu ces assises, sans oublier les organisateurs pour un travail bien fait au bénéfice des membres ophtalmologues. À noter que les participants ont bénéficié des kits de matériel pour assurer leur travail, dont des partenaires. Ces participants se sont dit impressionnés par ces assises avant de relever que dans leur travail, ils se butent à certaines difficultés comme en témoignent quelques-uns. Les difficultés sont multiples. Vous savez, le pays, je ne vais pas vous informer que le pays connaît des difficultés à tous les niveaux. Il s'est fait que nous évoluons, nous, dans notre domaine d'ophtalmologie. C'est un domaine qui a des avancées, qui connaît des avancées technologiques. Mais par rapport à notre pays, nous sommes un tout petit peu en retard. Et lorsque nous échangeons comme ça, nous nous rendons compte que sous d'autres cieux, dans certains d'autres milieux, les gens bénéficient déjà des avancées de cette technologie. Alors que nous, dans des milieux où nous vivons, parfois nous manquons de matériel ou nous manquons de ces technologies là-bas. Et c'est comme ça que nous disons, peut-être qu'avec ces échanges ici, nous pouvons aussi voir des voies et moyens pour acquérir aussi certains matériels qui ont été présentés ici et que nous n'avons pas et qui, de fait, sont plus importants pour la population. Bon, on a appris beaucoup de choses en tant qu'ophtalmologiste en formation. C'était la première fois d'atteindre une conférence spécifique en ophtalmologie. Il y a des présentations qu'on a fait, il y a des cas cliniques qu'on a vus ici, qu'on ne voyait pas, qu'on n'a pas encore vu, puisqu'on est juste au début de la formation en ophta. À savoir, il y a les maladies comme le BEST vitelliforme, il y a aussi les recherches qu'on a fait. Il y a des professeurs qui sont venus de Kinshasa, qui sont venus de Congo-Brazzaville. Ils ont présenté beaucoup de recherches qu'ils ont fait. Et ça a été de bonnes choses pour nous en tant
ophtalmologiste en formation. Parce que lorsqu'on échange des connaissances, on échange d'informations, c'est qu'on apprend aussi quelque chose que l'on n'avait pas avant. Et donc il y a un plus qui s'ajoute. C'est ça l'avantage ou l'intérêt de participer à de telles activités. Le traitement médical, vous voyez, c'est vous qui suivez votre patient. Ne laissez pas trop évoluer la maladie. C'est pourquoi je vais revenir sur la prise en charge. Il faut que nous ayons assez de matériel. Je peux dire que vraiment j'ai été ravie, très ravie d'être ici à Goma, en passant par Kinshasa. Et vraiment, ma joie est tellement que je ne saurais vraiment l'exprimer. Mais tout simplement, je vous dis que j'ai été vraiment comblée par mes collègues, où nous avons passé des bons moments, où la science nous a vraiment, comment je peux dire, nous a réquinqué. On a appris beaucoup de choses, à tel point que je repars à Brazzaville avec le sentiment que vraiment, au Congo, Kinshasa, il y a des grands, comme on dit, des grands scientifiques en ophtalmologie. Nous représentons la ville de Likasi, ce qui signifie qu'à notre retour, nous devons faire une restitution de tout ce que nous venons d'acquérir ici comme connaissance. Et en faisant cette restitution, les premières personnes ou les bénéficiaires de ces restitutions, c'est la population de Likasi qui souffre aussi des mêmes problèmes que nous venons d'apprendre ici. L'abord du malade devient pour nous quelque chose de facile parce que nous avons l'impression que, au fond, la science, c'est pas seulement pour nous, c'est surtout pour le malade. Et tel que j'ai vu les autres, la façon dont ils s'occupent des malades, la façon dont ils parlent de leurs malades, ça change un peu notre façon de faire aussi. Nous avons appris beaucoup de choses, beaucoup de maladies, par exemple, des pathologies qu'on a débattues ensemble. Ça nous a poussé à changer notre façon de voir, à changer notre vision. Et comme vous le voyez, je vous ai dit, c'est ma joie d'être avec vous. Je vais, d'ici là, je vais essayer de parcourir le lac de Goma, vous dites le lac Kivu. Et vraiment, ma joie, elle est vraiment profonde. Je ne saurais l'exprimer comme je vous le dis. Au troisième jour, une randonnée a été organisée le 13 juillet 2019 sur les eaux du lac Kivu en vue de découvrir ces merveilles et au cours de laquelle il y a eu la remise de brevets aux participants.